Ça y est les amis, la saison de Ligue 1 est terminée, on a pu assister lors de la 34e journée à un dernier multiplex de folie, avec notamment le scénario assez dingue du côté de la Méno, entre Strasbourg et Le Havre, avec cette panenka d'Abdoulaye Touré pour sauver les Havrais. On a aussi eu évidemment Saint-Etienne qui descend, la lutte pour la 4e place avec l'OGC Nice qui récupère ce strapontin pour l'Europe, à voir s'ils passeront les tours de qualification en Ligue des Champions. C'est le moment donc de faire un petit peu le bilan de ce qui nous a plu, un petit peu plus déplu lors de cette saison 2024-2025. Pour commencer, comme d'habitude, je vais faire une équipe type. J'ai pas envie de faire une équipe type au sens des 11 meilleurs joueurs. Je me dis que vous avez vu beaucoup passer ça. Même moi, sur hors-jeu, j'ai donné le mien. Évidemment, on aurait retrouvé Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Pacho, Lucas Chevalier, Hakimi. Là, je me suis dit que j'allais faire un truc un peu différent, donc peut-être que certains ne vont pas être satisfaits de ne pas voir ce 11 de la crème, mais je me suis dit que j'allais faire une équipe, finalement, où j'allais mettre mes coups de cœur, les joueurs qui ont été des révélations, qui ont beaucoup progressé, ces joueurs qu'on n'a peut-être pas assez mis en avant, dont on n'a pas assez entendu parler. Donc c'est l'heure de faire cette équipe type des coups de cœur, des joueurs qui, selon moi, ont tiré leur épingle du jeu, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau cette saison, et on commence de suite avec le gardien de but. Au cage, quand on parle de Ligue 1, il y a toujours beaucoup de choix. Bien sûr, je pense à Yaya Fofana d'Angers, Yehvan Diouf de Reims ou encore Donovan Léon d'Auxerre qui a fait une très très belle progression. Mais mon choix se porte personnellement sur Djordje Petrovic, le gardien serbe de Strasbourg, qui a été vraiment un des hommes forts de cette deuxième partie de saison côté strasbourgeois. Un gardien qui a su faire des arrêts déterminants, mais aussi un jeu au pied qui est vraiment excellent. Il combine toutes les caractéristiques du gardien moderne. Et c'est vrai qu'en faisant venir Petrovic, Strasbourg voulait trouver son nouvel homme fort dans les buts après Matt Sells qui est parti il y a 1 an et demi du côté de Nottingham Forest. Alors ça n'a pas été évident au début quand il a été installé comme titulaire par Liam Rossenior. Ça a été des matchs un peu compliqués. Je me souviens notamment d'une performance à Lille où ça avait été un petit peu douteux de sa part, mais par la suite, on va dire au tournant de janvier-février 2025, dès qu'il a commencé à enchaîner les grosses perfs, vraiment il s'est installé en tant que patron de cette défense strasbourgeoise. Il a été très costaud et il a su aussi faire des arrêts déterminants qu'il faut. Il y a certains matchs, notamment contre l'Olympique Lyonnais, où il a sorti le très grand jeu également contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour moi, Djordje Petrovic, un gardien qui a quand même une grosse réputation, parce que Chelsea l'a fait venir pour un certain montant. On sait du côté des Blues qu'il y a quelques soucis de gardien de but, donc il pourrait pourquoi pas repartir là-bas pour tenter sa chance devant Robert Sanchez et Jorgensen. Mais pour moi, s'il pouvait faire une saison de plus en Alsace avec pourquoi pas la Coupe d'Europe à côté, ça me paraîtrait être une bonne idée. Pour le latéral droit, et même je pense que dans ce cas-là on peut parler de piston, j'ai choisi de mettre en avant Aron Donum, l'international norvégien de Toulouse, un joueur qui arrivait un petit peu dans l'anonymat dans le championnat à l'été 2023, qui était d'ailleurs plutôt un ailier dans la rotation. Et puis cette saison, Carles Martinez-Nobel a décidé d'un changement de poste pour lui, de s'adapter aussi avec un nouveau rôle dans un système en 3-4-3 et de finalement l'installer en tant que piston. Et ça a été une très très bonne initiative parce que Aron Donum, au-delà de devenir un titulaire indiscutable, Aron Donum, je trouve que ça a été un des Toulousains les plus impactants, les plus réguliers, qui a fait de très bonnes courses, une grosse activité dans son couloir, qui a même été décisif à plusieurs reprises, qui aurait pu faire mieux, même au niveau des stats, mais quoi qu'il arrive, on se dit que c'est un joueur qui était parti pour être finalement le 12e, voire le 13e homme, et qui se retrouve aujourd'hui à être un élément essentiel de ce dispositif toulousain. Donc voilà, c'est vrai que Toulouse a eu quelques difficultés cette saison, n'a pas pu jouer les places européennes, a hâti son maintien sur la fin sans trop de difficultés, mais si on doit retenir parmi les joueurs toulousains qui sont distingués, pour moi c'est vraiment Aron Donum avec cette progression significative. Pour la défense centrale, mon choix se porte d'abord sur Amir Murillo, lui aussi qui est arrivé l'an dernier en Ligue 1, plutôt au mercato hivernal. C'est un joueur qu'on se disait, voilà, pareil, peut-être pour la rotation, pour faire entrer à 65e, 70e pour solidifier le bloc ou pour faire tourner lors des matchs, notamment de Coupe de France. Et finalement, Amir Murillo, dans le dispositif de Roberto De Zerbi, il a vraiment pris son envol, c'est devenu un titulaire indiscutable. Alors est-ce que l'an prochain, ça suffira pour Ligue des Champions? Ça reste la question. On sait aussi qu'il y aura des offres, pourquoi pas, de clubs de première ligue, mais moi vraiment j'ai vu un Murillo très concerné cette saison, forcément dans cette défense de l'OM qui a pris pas mal de buts, il a aussi été responsable sur certaines situations, mais pour moi je trouve quand même que Murillo partait de loin. Dans mon esprit je pensais pas qu'il pourrait devenir un titulaire aussi important, et il a fait plus que le job. Il y a aussi eu des dépassements de fonction, j'ai vu un Murillo être capable de déborder côté droit, alors pourtant il est plutôt aligné en centrale en tant que 3e homme, notamment dans la défense de Roberto De Zerbi, et ne pas hésiter à porter le ballon, à faire des centres, à faire des bonnes projections et même arriver dans la surface pour marquer de temps en temps quelques buts. Donc voilà, moi je trouve que Murillo c'est vraiment une satisfaction, un joueur sur qui on peut compter désormais du côté de l'OM, à voir évidemment si économiquement il faut pas mieux le vendre, mais vraiment dans ce 11 là je me suis dit que parmi les joueurs qui ont le plus progressé, c'est vrai que Murillo il mérite sa belle mention.
Juste à côté, une très très belle découverte avec Clément Akpa, défenseur central de la JOCR. Lui, je pense que le destin est tout tracé. Il va aller en Bundesliga, devenir un élément très très fort, soit de Francfort, soit de Dortmund, je ne sais pas. Mais pour moi, il a vraiment le jeu pour aller en Allemagne. C'est un joueur en plus qui est très intéressant parce que c'est un défenseur central, polyvalent. De temps en temps, on peut le mettre en tant que latéral, mais en tant que central, c'est pas le joueur le plus grand. Il fait 1m81 et pourtant, je le trouve très très bon dans les duels, l'anticipation. C'est quelqu'un qui résiste très très bien. C'est un joueur, voilà, on sait à quel point la défense de la JOCR a pu compter sur des éléments forts comme Djoubal, Diomandé, Gideon Mensah sur un côté, mais je trouve que Clément Akpa c'est peut-être celui qui a le plus de potentiel pour aller au haut niveau, et c'est vrai qu'on se disait cette saison que la JOCR aurait besoin aussi de compter sur ce type de joueurs, des garçons qui se révèlent à l'image de Kevin Danois, et en défense centrale je trouve que Clément Akpa a été tout à fait dans ce registre-là, un joueur qui devait faire ses preuves du côté de la Baie des Champs et qui a mis tout le monde d'accord je pense. J'ai parlé tout à l'heure de progression pour Aaron Donum, là je pense qu'on a le plus bel exemple possible, un joueur comme Diego Moreira qui se reconvertit en tant que latéral, qui est parmi les joueurs les plus influents du championnat à son poste, alors qu'il y a 1 an et demi, il rentrait à Chelsea après un prêt de 6 mois qui avait été vraiment raté du côté de l'OL, même si c'était pas catastrophique sur le terrain du côté de Lyon, c'est juste qu'il n'avait pas le niveau, qu'il n'y avait pas aussi un contexte favorable à son développement, lui qui était plutôt en plus ailier, on le faisait rentrer sur certaines fins de match, mais ça servait pas à grand chose, ça se voyait que le joueur n'était pas encore prêt pour le haut niveau, et là, il y a ce transfert à Strasbourg, Indigo Moreira qui arrive dans un contexte propice aux jeunes joueurs pour se développer, et surtout Liam Rosseigneur qui lui fait confiance, et je pense qu'il lui a très très bien rendu, avec notamment quelques séquences de haut niveau, le but de l'extérieur du pied contre Saint-Etienne qui est une merveille, un joueur qui n'a pas hésité à multiplier les gestes vraiment de grande qualité, à être plus qu'un latéral, à finalement pouvoir combiner le jeu défensif, mais aussi cette liberté pour aller de l'avant, en étant aussi avec une complicité technique, que ce soit André Santos, Valentine Barco, de temps en temps Dylan Bakwa, Sébastien Anassi, et bien sûr Emmanuel Emega. Cette progression de Diego Moreira se vérifie aussi avec la sélection belge, ça vient de tomber, il a été appelé pour la première fois par Rudy Garcia avec les Diables Rouges en A. Il faut le dire aussi, on ne s'attendait pas à ce qu'il puisse décoller à ce point, donc c'est pour ça que le football reste un sport imprévisible, on peut voir selon des contextes, des entraîneurs, des stades, des équipes, des joueurs sur lesquels on était un peu réticents, exploser comme ça, et je pense que Diego Moreira c'est le plus bel exemple possible. On va passer à la ligne suivante avec forcément Evan Guessant que vous reconnaissez. Alors c'est vrai que c'est un attaquant, pour mon système j'ai choisi de partir sur un 4-4-2, je triche un petit peu en mettant Guessant côté droit, mais lui aussi, quelle progression, quelle saison de patron, même si ça s'est essoufflé sur la fin. On a vu un Evan Guessant aller sur le banc, faire plutôt des entrées en jeu, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup tiré, qui a beaucoup joué, qui a même enchaîné avec l'Europa League, et finalement il termine avec des très belles stats je trouve, 12 buts, 9 pas décisifs, c'est quand même un vrai beau bilan pour lui, un joueur qui avait plutôt un rôle de super sub derrière Laborde Mofi. C'était aussi le cas à Nantes quand il était super sub, lorsqu'ils sont allés notamment faire une petite campagne en Europa League, et lui qui s'est retrouvé propulsé numéro 1 de ce front offensif de l'OGC Nice, et lui je trouve qu'il a plus que rempli sa mission. Je vous le dis même, je pense que s'il n'avait pas eu ce petit trou d'air sur les 2 derniers mois, il aurait été tous les jours dans mon équipe type de Ligue 1, parce que vraiment à chaque fois que je le voyais je me dis ah ouais quand même c'est vraiment un joueur qui peut avoir un petit plafond de verre, on sait pas trop finalement jusqu'où il peut aller. Pareil si on parle de transfert, c'est vrai qu'on se dit que si Guessant part, ce serait une grosse perte pour Nice, avec en plus les tours préliminaires de Ligue des Champions à jouer, mais par exemple pour remplacer soit Mbeumo, soit Wissa à Brentford, je le verrais totalement là-bas. Évidemment il peut encore faire mieux, on l'a dit, l'enchaînement des matchs, pour retenir une saison complète, mais on rappelle que c'est un jeune joueur qui a encore du temps pour être le joueur le plus régulier, le plus fiable, encore plus dans un secteur offensif où les stats comptent beaucoup, mais ce que Evan Guessant vient de faire, faut surtout pas le banaliser, ça reste très très fort sur cette saison de l'OGC Nice, et ça a été un des grands acteurs de cette qualification en tour préliminaire de Ligue des Champions. Parmi les autres bonnes surprises de cette saison en Ligue 1, il y a un Nantais. Oui, c'est vrai que la saison nantaise a été compliquée jusqu'au bout avec le maintien acquis lors de la dernière journée. Antoine Comboiré qui part, beaucoup de matchs qui ont été des purges. On a pu voir quand même Mathis Sabine et Moses Simon porter à bout de bras cette équipe. D'ailleurs, je les ai pas mis dans ce 11-là, mais évidemment, c'est les joueurs que j'apprécie énormément. Moi, j'ai envie de parler de Louis Leroux, jeune joueur formé à Nantes. C'est très important de mettre en avant cette formation nantaise parce qu'elle a été un petit peu délaissée par pas mal d'entraîneurs. Sous l'ère Kita, c'est quelque chose qui a été un petit peu déconnecté. Et pourtant, la jaunelière, le jeu à nantaise, ça reste des marqueurs très très fort de l'identité nantaise, et je trouve ça bien qu'on ait pu voir un Nathan Zézé ou un Louis Leroux et même Herba Guirassy rappeler à quel point ça doit faire partie de l'effectif de l'équipe première du FC Nantes. Et c'est vrai que Louis Leroux a été un très bel exemple, c'est un joueur qui est arrivé en cours de saison, qui s'est installé petit à petit, qui a même fait des matchs en tant que titulaire, il a marqué des buts aussi, et vraiment une qualité technique, un sang-froid aussi dans la zone de vérité, et même sous pression. Je trouve que c'est un joueur qui résiste très très bien, qui ressort proprement les ballons, et moi il m'a beaucoup épaté, c'est quelqu'un que
j'avais pas forcément vu éclore comme ça d'un coup, mais c'est vrai que sur cette deuxième partie de saison, quand on a fait appel à lui, très souvent, il a répondu présent et surtout, il n'a pas déçu. Et moi, j'ai juste envie de voir désormais Louis Leroux sur une saison un peu plus complète de Ligue 1, pourquoi pas en tant que titulaire principal. Mais pour moi, c'est vrai qu'en tant que milieu de terrain, il a beaucoup de qualités pour être un vrai bon joueur de ce championnat. Et encore une fois, je vous le dis, quand il faut arriver dans les moments un petit peu clés dans la surface, c'est quelqu'un où je me suis dit, il y a quelques crochets, quelques gestes. Là, quand même, attention, il sait y faire le petit Louis Leroux. Donc, on suivra attentivement la suite de sa progression. Un emblème, un porte-étendard du FC Nantes, un club qui a beaucoup souffert, c'est vrai, mais quand on voit ce genre de jeunes joueurs émerger, on se dit qu'on est quand même fier de supporter cette équipe et que même si évidemment la période depuis 10-15 ans, elle est d'une lourdeur, elle est très compliquée, au moins on sait qu'on peut capitaliser là-dessus. Troisième et dernier Strasbourgeois de ce 11, et pas des moindres, André Santos, qui a été vraiment au four et au moulin cette saison pour le Racing Club de Strasbourg. Un joueur qui a su être aussi décisif, avec notamment ses 10 buts inscrits, mais aussi un des meilleurs tacleurs, un des joueurs qui a le plus intercepté de ballons cette saison dans notre championnat. Donc voilà, on a parlé beaucoup de palette, d'être un joueur complet. André Santos, je pense qu'il l'a montré sur le terrain, et aussi d'un point de vue statistique. C'est vrai qu'aussi qu'on a pu le voir prendre des responsabilités. On rappelle qu'il est prêté par Chelsea, ça l'a pas empêché de porter le brassard quand même sur certains match, donc c'est quelque chose d'assez inouï. On sait qu'André Santos était sous les radars dès qu'il était au Brésil, révélé très tôt à Vasco da Gama, il a été capitaine du Brésil U17 et a été recruté par Chelsea, et c'est vrai qu'on se dit quand il est au Blues, finalement c'est un petit peu un tournant pour lui. Est-ce qu'il va continuer à batailler pour sa place en étant 7ème, 8ème dans la hiérarchie, ou est-ce qu'il va faire ce fameux prêt? Il y a eu d'abord l'opportunité Nottingham où il n'a pas du tout joué, par contre à Strasbourg pendant 18 mois, il aura vraiment pu prendre son envol et ses marques surtout en Europe. Désormais il va rentrer à Chelsea, mais est-ce que pour être titulaire c'est suffisant? Pour moi pas encore, je pense qu'il doit passer par une nouvelle étape. Alors, est-ce que Chelsea acceptera de nouveau de le prêter? Strasbourg, j'ai l'impression que c'est terminé. Ce qui est sûr, c'est que moi, si ce joueur pouvait rester en Ligue 1, je pense à Monaco, je pense aussi à l'OM, pourquoi pas pour la LDC, ce serait une vraie plus-value. Maintenant on sait qu'André Santos, avec sa jeunesse, son profil, ça vaut très très cher. Alors à moins de trouver un prêt ou que le PSG craque, je pense qu'on ne reverra pas malheureusement André Santos en Ligue 1. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. À lui désormais de s'imposer à Chelsea, ce qui est le challenge le plus relevé de sa carrière. On lui souhaite bon courage. Et pour terminer, côté gauche, dans ce milieu de terrain, juste waouh, la saison de Gaëtan Perrin, respect, le double-double, 10 buts, 10 passes décisives, quelqu'un qui était déjà passé par la Ligue 1, qu'on avait vu faire 2-3 bons matchs, ok, joueur intéressant, mais peut-être pas assez pour rester dans l'élite du football français, et là il est revenu avec d'autres intentions, il a fait très très fort, c'est vrai qu'à Auxerre on a vu pas mal de joueurs émerger, on a rappelé les noms de Clément Akpa, il y a eu Kevin Danois, il y a eu aussi Ahmed Junior Traoré, mais c'est vrai que Gaëtan Perrin dans ce rôle d'électron libre, où il peut armer de près ou de loin, il a été tellement précieux pour l'équipe de Christophe Pélissier, un joueur ô combien décisif, encore plus pour un promu qui redécouvre la Ligue 1, qui remonte. On sait que ce type de joueur est capital pour aller chercher le maintien, les points qu'il faut, et lui il n'a pas tremblé, il a pris ses responsabilités, il a marqué de très jolis buts et était vraiment un des acteurs de cette très belle saison auxerroise. On pensait pas qu'il pourrait être dans le top 10 des joueurs de Ligue 1 les plus décisifs, mais voilà, cette saison restera comme celle de Gaëtan Perrin. La suite désormais, c'est vrai qu'il y a des rumeurs de transfert à Lens, au Paris FC. S'il reste à Auxerre, c'est aussi une très bonne nouvelle. Moi vraiment je veux voir encore Gaëtan Perrin dans cette Ligue 1 parce qu'on a besoin de ce genre d'artificier, de joueur un petit peu imprévisible. Bravo à lui, quoi qu'il arrive, pour le beau boulot accompli, et on espère encore une fois le voir rester en Ligue 1 une saison de plus. Place à l'attaque avec une doublette offensive. Je commence avec Esteban Le Paul. Je ne le mets pas là parce qu'on l'a reçu dans hors-jeu récemment et qu'il est très sympa au passage, mais bien sûr parce que c'est un attaquant qui a une très belle histoire. Il y a un peu plus de 18 mois, il était encore en national du côté d'Épinal. Transfert à 100 000 € et on a l'un des plus beaux coups des clubs de Ligue 1 sur les dernières années parce qu'avec ses 9 buts inscrits, il a quand même beaucoup contribué au maintien d'Angers, surtout que ses réalisations ont été marquées au cours de la deuxième partie de saison. Un joueur qui a su se rendre indispensable, remplaçant d'abord d'Ibrahim Magnan. Il a dû être patient avant de devenir titulaire sur ce front de l'attaque du SCO. Alexandre Dujeu a fini par lui faire confiance et il lui a bien rendu avec notamment le match contre Strasbourg où il marque un doublé. Il a été sur pas mal de moments clés du maintien du SCO, notamment cette série où il a marqué au cours de 3 matchs d'affilée. C'est un joueur, on sait qu'il a été formé à l'OL, qui a eu un parcours pas simple avant d'éclore au haut niveau, mais avec cette fraîcheur, cette spontanéité, ça lui donne aussi des arguments pour arriver sans complexe en Ligue 1 et il l'a bien montré. À voir la suite désormais
désormais. Moi, je pense qu'il devrait rester encore une saison de plus à Angers, s'installer en tant que titulaire sur toute une saison, faire une année complète en Ligue 1, et après, on sait qu'il aura sans doute, même si cet été, ça va un petit peu chauffer le téléphone de l'agent, tout ça, on sait que s'il reste une saison de plus, il peut avoir le temps encore de voir venir, et surtout d'aider Angers de nouveau à se maintenir. Et on termine avec Lucas Tassin, très très bon lui aussi sur cette deuxième partie de saison, et beaucoup de regrets pour les supporters des Verts qui descendent en deuxième division. Ça va être difficile en Ligue 2 de conserver un tel joueur, un tel attaquant, en plus jeune, qui a vraiment marqué les esprits, je trouve, parce qu'il a aussi eu dans cette finition beaucoup de buts assez différents, des frappes de loin, des buts de la tête, mais un attaquant qui sait être à la fois un renard des surfaces, un bombardier de loin, et avoir cette intuition devant le but, ça c'est vraiment un marqueur très très fort, je trouve, de Lucas Tassin, même s'il a mis quelques mois à s'adapter à la Ligue 1, que le jeu proposé par Dalloglio ne lui convenait pas forcément. Dès qu'Orneland est arrivé, on a vu que ce joueur a tout de suite pris le pli et s'est mis au diapason de l'équipe et être vraiment cette star offensive capable de sauver son équipe, même si ça n'a pas été suffisant. Il aura quand même pour lui des moments marquants à l'image du derby. Il aurait dû être expulsé, ça je pense qu'on est tous d'accord. Et désormais, voilà, c'est aussi cette période de mercato qui va s'ouvrir. Où est-ce qu'il peut aller? Où est-ce qu'il doit aller? Moi, j'adorerais le voir remplacer Jonathan David à Lille. Après, est-ce que le montant demandé par Saint-Etienne, aux alentours peut-être de 20 millions d'euros, ça va être excessif pour le LOSC? Mais lui, vraiment, c'est un attaquant qui a ce petit truc en plus. On espère le revoir en Ligue 1 parce qu'on en demande encore et encore de la part de Lucas Tassin. Donc voilà ce que ça donne, ce petit 11 coup de cœur avec Petrovic, Chocage, Donum, Morillo, Akpa, Diego Moreira, Evan Guessant, André Santos, Louis Leroux, Gaëtan Perrin et devant Esteban Le Paul Stassin. Évidemment, il y a aussi des mentions spéciales, je l'ai dit, pour Kevin Danois, Mamadou Sarr du côté de Strasbourg qui a été vraiment bon. J'ai pas évoqué aussi les joueurs qui sont arrivés cet hiver. J'ai pas forcément voulu mettre ceux qui ont fait une demi-saison, même si c'est vrai que Louis Leroux dans mon 11 a assez peu joué en première partie de saison. Mais voilà, évidemment, je pense à Mika Biret, à Valentine Barco, à Jérémy Jacquet, à Djaoui Cissé, qui auraient pu être aussi dans ce 11 un petit peu révélation. Voilà, désormais à eux de compter, de capitaliser sur une année complète. C'est l'heure désormais de faire les tops et les flops de cette saison. On va en faire 5 à chaque fois pour ces catégories. Je commence avec le 5e des tops et j'ai choisi de partir comme toujours sur la Ligue des Talents avec un très très bel ambassadeur en la personne de Magnès Akliouche. C'est vrai que ce championnat a connu des difficultés économiques, une grosse incertitude par rapport aux droits télé. On ne sait pas trop où on va. On parle beaucoup de réformes, pourquoi pas de play-off, d'un championnat qui ressemblerait beaucoup à la Première Ligue à l'avenir avec la FFF qui désormais récupère le projet, chapeaute tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré les tempêtes, les dérives, on peut toujours compter en Ligue 1 sur nos jeunes joueurs qui sont de formidables cracks. Alors même si on sait que beaucoup sont amenés à partir dans les championnats étrangers, c'est bien aussi de pouvoir compter sur eux. J'ai mis en avant Magnès Akliouche, mais bien sûr il y a aussi Ryan Cherki, il y a Ayoub Bouadi, il y a João Neves qui est arrivé cet été, il y a Désiré Doué qui a crevé l'écran à partir de décembre-janvier. C'est bien de pouvoir compter sur ça. On a vu même des équipes comme Strasbourg baser leur projet là-dessus, mais cette Ligue 1, on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui travaillent très très bien au niveau de la formation. Historiquement, l'OL, le PSG, Rennes, de plus en plus des équipes comme Lille, Toulouse se mettent aussi au travail, se mettent à faire du très très bon boulot dans ce sens. Donc moi je suis plutôt optimiste pour l'avenir, tant qu'il y aura ces jeunes capables de porter les clubs, les projets, même si c'est beaucoup de responsabilités, on peut être serein sur la capacité de la Ligue 1 à nous intéresser, à être divertissante et voir toujours de nouvelles têtes éclore. En 4e position de mes tops, je pars sur Francaise, le coach de l'OGC Nice. Alors on parle bien de top qui concerne la Ligue 1, c'est vrai que la saison de l'OGC Nice a contrasté avec ce qui s'est passé en Europa League, en Coupe de France, même si on sait que sur la première partie de saison, l'infirmerie a été pleine, ça a été vraiment un bourbier sans nom, mais grand respect sur ce qu'il a accompli. Il est arrivé cet été, il a emmené cette équipe à la 4e place qualificative pour les barrages de Ligue des Champions. Alors bien sûr, le job n'est pas fait, il faut encore passer 2 tours, on sait qu'il y aura du très très lourd pour l'OGC Nice cet été, avec notamment Fenerbahçe, l'Ajax, Benfica comme adversaire possible, mais Nice ne partait pas favori pour cette place, on pensait beaucoup à Lille, pourquoi pas à l'OL, ou dans une certaine mesure Strasbourg sur le sprint final, mais finalement ce sont les Aiglons qui ont obtenu cette place et on ne peut pas le contester, avec un entraîneur qui a amené son bon savoir-faire depuis Lens où il a passé 4 belles années là-bas en Ligue 1. C'est un coach qui sait y faire désormais dans notre championnat, capable aussi de faire progresser beaucoup de joueurs. On a parlé d'Evan Guessant tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié également la saison de Boudaoui, de Melvin Bard, aussi de jeunes joueurs qui se sont montrés sur la fin comme Bouanani, Bombito également, même s'il a eu des moments un peu plus compliqués, et surtout des patrons sur lesquels toujours compter, les Boulka, les Danté, les Klaus. Donc Francaise, bravo à lui parce que la mission a été plus qu'accomplie
accompli, avec aussi, on sait, une incertitude sur l'avenir du club. On a vu les propos de Ratcliffe plus que limite, hein, vraiment un désintérêt total du club, ça à la limite du manque de respect. Mais moi je me dis, tant qu'il y a Francaise à la barre, on peut être confiant et on se dit que le club ira toujours dans un bon sens, un mot cap. Attention, le jour où cet entraîneur part, je pourrais être un peu plus inquiet pour le GC Nice, mais là désormais, place au boulot à cet été et cette préparation des tours préliminaires de Ligue des Champions qui s'annonce plus que délicat. Sur la troisième marche du podium, médaille de bronze de mes tops, bien sûr la Auxerre, un maintien acquis plus que tranquillement pour un promu avec quelques matchs, quelques victoires de gala, notamment les 2 succès contre l'Olympique de Marseille, un club qui a bien bossé pour remonter en Ligue 1. On avait vu que sur la saison 2022-2023, c'était une équipe qui avait du potentiel, mais qui avait encaissé beaucoup de buts, qui n'avait pas forcément bien recruté, qui s'était un petit peu rattrapé lors du mercato hivernal, avec notamment Radou et Massengo. Mais voilà, ce retour en Ligue 2 leur a fait du bien. Pélissier est resté le coach, et lui aussi, hein, il a vraiment une belle carrière. Il a beaucoup de potentiel, je trouve. J'ai hâte de le voir arriver un jour sur le banc d'une équipe européenne. Et là, évidemment, la GIA a fait plaisir à ses suiveurs, à ses supporters. Un club qui a aussi enchaîné beaucoup de guichets fermés, un club qui respire l'osmose, et comme toujours, des individualités qui se sont distinguées. On l'a dit, Gaëtan Perrin, Kevin Danois, Clément Akpa, Ahmed Junior Traoré, des joueurs qui ont su élever leur niveau de jeu en Ligue 1, comme Gideon Mensah, Djoubal, Donovan Léon, quelle progression lui aussi au cage. Donc bravo à la GIA de nous avoir offert cette belle saison. On sait que la saison prochaine, ça risque d'être un peu plus compliqué avec le départ de 2-3 joueurs majeurs et aussi des promus assez ambitieux comme Lorient et le Paris FC qui arrivent. C'est un petit peu comme Francaise, mais tant que Christophe Pélissier sera là, la GIA pourra bien bosser et avoir cette stabilité tant recherchée dans l'élite. Pour la deuxième place de mes tops, j'ai choisi de porter mon attention sur Luis Enrique et ce très très bon projet parisien basé sur le collectif et la jeunesse. Alors c'est vrai que le Paris Saint-Germain est une équipe qui boxe dans une autre catégorie par rapport aux autres équipes de Ligue 1, mais l'argent n'empêche pas de bien bosser, et même si le PSG a un portefeuille quasiment illimité, on a pu voir que les recrues choisies par Luis Campos et l'identité prônée par Luis Enrique, ça donne pour moi la meilleure version du PSG sous QSI. Vraiment, ça a été un plaisir de se poser devant ces matchs. On a déjà vu des PSG très très forts, époque Zlatan, époque Neymar, époque Mbappé, même la première année de Unai Emery avant la remontada, c'était un PSG qui était stratosphérique, mais là pour moi ce PSG ça combine tout ce qu'on veut, du talent à toutes les lignes, des progrès très marqués, un 11 où tout le monde joue les uns pour les autres. Ce PSG a su combiner tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on espérait pour devenir ce rouleau compresseur. Alors il était déjà en Ligue 1, mais il y a eu d'autres saisons où ça a été plus galère, notamment l'an dernier sous Luis Enrique, on a eu certains matchs où ça balbutiait un petit peu plus son football. Là, avec tous ces bons joueurs, ces recrues, les Pacho, les João Neves, les Guevara, les Doué, on se dit que le Paris Saint-Germain va encore pouvoir poursuivre son hégémonie, et j'ai hâte de voir quels autres jeunes compatibles, quels autres joueurs qui vont rentrer dans cet ADN de Luis Enrique vont arriver cet été. Mais ce qui est sûr, c'est que la base est plus que jamais hyper impressionnante, hyper rassurante, et que le Paris Saint-Germain a trouvé le coach, le directeur sportif et l'idée directrice qu'il lui fallait. Et pour ma médaille d'or des tops, je m'arrête sur Strasbourg. Alors oui, si on est sur l'instant précis, on est déçu parce que le Racing a raté ses 2 derniers matchs, défaite contre Angers, défaite contre Le Havre, qu'ils ont loupé la qualification Ligue des Champions alors qu'ils auraient pu accéder à cette 4e place. Mais n'oubliez pas d'où vient le Strasbourg de Liam Rossignol. Première partie de saison intéressante, mais aussi des matchs sans, une grosse série de défaites sans Emmanuel Emega à l'automne. Et finalement, on se disait que Strasbourg allait terminer plutôt ventre mou, que c'était une équipe avec des jeunes joueurs, avec des profils intéressants, du potentiel, mais qu'il leur manquait encore cette stabilité, cette maturité. Et puis là, paf, le déclic sur cette deuxième partie de saison. Une équipe où on a vu beaucoup de jeunes joueurs comme ça émerger. On les rappelle, mais les Diego Moreira, les Mamadou Sarr, les Guéladou et les Valentine Barco, les Dylan Bakwa, les Félix Le Maréchal, Emmanuel Emega. Et encore une fois, tout le mérite revient à Liam Rossignol, qui a été l'architecte de ce très très bon Racing Club de Strasbourg, qui pourrait quand même disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Si Reims ne bat pas le PSG en Coupe de France, Strasbourg sera en barrage de la Conference League. On sait que Bluco est arrivé il y a 2 ans. Désormais, il y a encore pas mal de critiques sur la multipropriété. C'est justifié. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a pas mal de joueurs qui vont partir, d'autres qui vont faire le sens inverse. Mais ce groupe de jeunes joueurs, personnellement, je l'ai trouvé très attachant. Je sais que certains n'ont pas aimé les petites danses, les petites célébrations. Ils ont pris ça pour de l'arrogance. Mais je trouve que ça a apporté une nouvelle vie, un peps un petit peu différent à cette Ligue 1 qui en a bien besoin. Et on sait que la Ligue des Talents, c'est un marqueur fort de ce championnat. Et pour moi, Strasbourg l'a vraiment très très bien représenté. Il y a des joueurs qui vont aller très très haut, je pense, dans la suite de leur carrière. Il y en a d'autres qui, pour moi, ont encore besoin d'une saison, voire 2 supplémentaires en Alsace pour se développer. Mais voilà, Strasbourg 2024-2025, pour moi, ça reste mon top numéro 1 parce que c'est une équipe que j'attendais pas à ce niveau et capable surtout d'aller chercher, pourquoi pas, une qualification européenne. Deuxième partie de saison, c'est la deuxième meilleure équipe derrière le Paris Saint-Germain. Donc on peut aussi souligner cette progression qui a été assez admirable, je trouve.
Allez, on passe au flop, le moment que vous attendez tant. Là, on va pouvoir un petit peu se lâcher, régler nos comptes. Mais bien sûr, on va rester courtois, poli. On va se poser calmement pour analyser certaines équipes, certains joueurs, certains coachs qui nous ont déçus. Et bien sûr, je dois parler d'abord de l'AS Saint-Etienne qui avait tout pour moi pour se sauver, qui avait une belle attaque, qui avait un milieu intéressant, qui a eu un super coach avec le changement à l'hiver et l'arrivée d'Eric Orneland, mais ça n'a pas été suffisant. Pourquoi ? Parce que la Saint-Etienne a tout simplement encaissé trop de buts. C'est pas possible de rester en Ligue 1 en prenant 77 buts en 34 matchs, en concédant une dizaine de pénaltys, beaucoup trop d'erreurs individuelles qui mènent à un but. Saint-Etienne s'est fait plomber par sa défense, on le savait dès la première partie de saison que c'était le point faible, ça n'a pas été réglé au cours du mercato hivernal. La seule arrivée de Max Bernauer n'a pas permis de régler ces problèmes qui étaient assez multiples, je trouve, entre les individualités qui ont déçu, à l'image d'Abdelhamid, parce que Abdelhamid, quand tu fais venir, tu dis c'est une belle idée, défenseur d'expérience qui a prouvé à Reims, là ça a été une catastrophe, mais tu aurais dû aussi recruter au poste de latéral. C'est pas possible pour moi de faire une saison avec Petro, Apia, Masson, ce sont des bons joueurs je pense de Ligue 2, peut-être haut de tableau Ligue 2, mais Ligue 1 c'est pas assez suffisant. On l'a vu sur trop de moments où ils ont été un petit peu aux abois, ils n'ont pas su répondre aux attentes, et moi vraiment je regrette que la direction de l'AS Saint-Etienne n'ait pas été en mesure d'apporter des joueurs aguerris, capables de résoudre ces problèmes défensifs, parce que le jeu proposé par Orneland, il était hyper intéressant. J'ai envie de voir d'ailleurs ce coach rester en Ligue 2. Je pense que s'il s'inscrit dans la continuité du projet stéphanois depuis le rachat des Verts, ça peut être une excellente nouvelle. Davitashvili, Stassin, Cardona, il n'y a pas beaucoup d'équipes de Ligue 1 de la deuxième partie de tableau qui ont un tel potentiel offensif, je trouve. Le milieu de terrain aussi, très intéressant, avec ces jeunes joueurs, Mouefek, Bouchouari, Ekwa et même Tardieu qui a pris ses responsabilités en fin de saison. Dommage vraiment que la défense n'ait pas tenu derrière. À voir désormais si les Verts pourront rebondir. Avec bien sûr pour terminer une grosse mention pour le Chaudron, le stade Geoffroy Guichard qui a encore été à la hauteur de cette saison Ligue 1. Ça va beaucoup nous manquer la saison prochaine, c'est vraiment un vrai regret. Mais les Verts pourront au moins compter sur ce stade pour leur mission remontée. On va voir dès à présent avec le Mercato quelles cibles, aussi les départs majeurs à l'image de Lucas Tassin, quelles cibles vraiment vont être fixées par les dirigeants des Verts pour rattraper leurs erreurs et ce coche manqué en Ligue 1 cette saison. Allez, on passe directement au voisin, que dis-je, le rival, l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas tout simplement répondu à ses objectifs. John Textor voulait une qualification en Ligue des Champions, il voulait la victoire en Europa League, il n'a eu aucun des deux. Un dirigeant omniprésent, mais qui suscite aussi beaucoup d'interrogations. Où va l'Olympique Lyonnais ? Quelles sont les finances ? Quels joueurs vont pouvoir être remplacés ? Comment l'OL va pouvoir se débrouiller avec les sanctions DNCG, UEFA, voire FIFA ? C'est un petit peu le flou, le grand marasme du côté de Lyon, et puis aussi un changement d'entraîneur qui n'a pas permis à l'OL finalement de raccrocher le bon wagon, même si je trouve que sous Paulo Fonseca, il y a eu de très très belles phases, notamment la victoire à Auxerre. C'est une équipe qui a été hyper intéressante dans le jeu par moments, de belles séquences collectives, mais l'OL a aussi eu des errances, notamment en défense. On a pu voir que l'investissement massif sur Moussa Niakhaté n'a pas porté ses fruits, 30 millions d'euros, voilà, finalement l'OL n'a pas su compter sur un grand défenseur de Ligue 1, parce que quand on prend quelqu'un à ce prix-là, pour moi, ça doit être vraiment un des patrons absolus de la défense de l'OL. Des joueurs aussi qui étaient un petit peu sur des fins de cycle. Alexandre Lacazette, immense hommage et bien mérité d'ailleurs lors du match contre Angers. Mais voilà, on sentait que c'était aussi un petit peu la fin pour lui. Et j'insiste, c'est ma question. Vers quel projet se dirige l'Olympique Lyonnais ? Il y a des départs qui vont faire très très mal. Je pense à Ryan Cherki, la saison référence qu'on attendait tous. Bravo à lui, équipe type méritée de Ligue 1. Mais quand on voit à quel point il a été indispensable pour cette équipe quand il est sorti du loft, bon courage à la cellule de recrutement, au scout de l'OL pour trouver un joueur capable ne serait-ce que de faire 50% de ce que Cherki a accompli. Aussi attention à Malik Fofana, à d'autres potentiels vendables comme Georges Mikotadze. Ça va être un moment un petit peu difficile pour l'OL, je pense. À Textor désormais de nous rassurer, de rassurer surtout les supporters de l'OL et de voir si finalement cette qualification en Europa League, qui est plutôt une bonne nouvelle, est-ce que d'ailleurs l'OL va pouvoir aller en Europe la saison prochaine ? Pour moi, il faut lever beaucoup de zones d'ombre, de doutes et se montrer compétitif, avoir une équipe capable d'aller chercher pourquoi pas ce fameux top 4. On rappelle que le dernier match en Ligue des Champions de l'Olympique Lyonnais remonte à août 2020 et cette demi-finale perdue contre le Bayern Munich, futur vainqueur de la LDC. Allez, mon troisième flop, évidemment il aurait pu être en tête parce que la saison a été un calvaire sans nom. Montpellier qui redescend en Ligue 2 après une dizaine d'années passées dans l'élite. Comment qualifier ce qui s'est passé à Montpellier à part un naufrage absolu, une équipe qui a été dépassée de tous les côtés, la présidence, le banc, les joueurs, force aux supporters parce qu'évidemment c'est une épreuve à traverser, mais ce Montpellier-là, 2024-2025, on le retiendra comme l'une des pires équipes de l'histoire de la Ligue 1. Quand on voit qu'ils ont pris seulement un point entre fin janvier et la dernière journée de Ligue 1, on est
est plus que circonspect. Une équipe aussi, on a pu voir des leaders totalement à l'abandon. Lecomte qui n'a pas su faire les arrêts qu'il faut. Savani un petit peu dépassé aussi. On sait qu'il y a eu des polémiques par rapport à certaines déclarations. On a vu des défenseurs aussi en total abandon. Kiki Kouyaté, Modibo Sagnan, Isiaga Silla, Falaï Sako. À part Bessir Omeragic, il n'y a personne que je sauve à Montpellier cette saison. On a vu quand même un nouveau projet avec l'arrivée de Papus Camara qui a commencé à préparer le terrain pour la descente, l'équipe en Ligue 2, sur quel jeune compter, sur quel cadre miser pour la suite. Et vraiment, il va falloir que Montpellier se relève de cette séquence catastrophique avec aussi cette communication. Laurent Nicolin, beaucoup de respect pour ce qu'il a accompli avec son père et cette communication lunaire. La déclaration sur DAZN les restaurants, ça a d'ailleurs poursuivi toute la saison. On l'a vu sur certaines banderoles être sorti en référence et c'est mérité. Il n'aurait pas dû parler comme ça. Place désormais à la compétence, au travail, à l'humilité. 3 valeurs dont Montpellier a bien besoin pour se relancer et se rattraper après cette saison horrible sur tous les plans. Sur la deuxième marche de mes pires flops de la saison en Ligue 1, on retrouve le Stade Rennais qui occupait d'ailleurs le premier rang à mi-saison. Alors ça a été un petit peu mieux, notamment avec l'arrivée d'Habib Beye, mais quoi qu'il arrive, si on juge l'ensemble, c'est évidemment une grosse déception de voir le Stade Rennais terminer dans la deuxième partie de tableau, ne pas être à la lutte pour l'Europe et même avoir été proche du précipice à un moment sous Jorge Sampaoli qui a été barragiste. Le Stade Rennais est quand même barragiste de Ligue 1. Quand on voit les moyens mis, quand on voit les noms, on se dit que c'était pas possible. Heureusement, Habib Beye a remis un petit peu d'ordre dans cette équipe. Il a pu compter sur l'émergence de certains joueurs comme Jérémy Jacquet, Djaoui Cissé, aussi Kader Meïté sur la fin. Mais quoi qu'il arrive, Rennes, on ne peut pas se satisfaire de ça. Une équipe qui a beaucoup recruté l'été dernier. D'ailleurs, l'architecte de ce mercato, de ce nouveau Rennais, Massara, est déjà parti. Avec tous les noms que vous connaissez ou que vous avez peut-être oubliés déjà, comme Ostigard, Camara, Gronbeck, Meister. Cet hiver, Rennes a retapé totalement son 11 en misant notamment sur des éléments d'expérience comme Brice Samba, Seko Fofana ou Altamari. Ça a été un petit peu mieux, je répète, sous Habib Beye. J'ai vu certaines séquences de jeu où je me suis dit ok, pourquoi pas, c'est intéressant ce qu'il propose, mais on veut voir plus de ce Stade Rennais là qui a notamment été souvent décevant dans les grosses rencontres à part la victoire contre Nice et Strasbourg. C'est une équipe qui a plutôt dominé des clubs de la deuxième partie de tableau et la saison prochaine avec une année complète d'Habib Beye, on espère pour lui bien sûr qu'il restera. Il faudra être une locomotive, une équipe capable de laver l'affront et de retrouver l'Europe après 2 saisons vraiment de grosses galères. Et enfin pour terminer, mon plus gros flop de la saison, prime à la déprime, c'est le Stade de Reims qui va jouer un barrage de relégation contre le FC Metz pour ne pas descendre en Ligue 2, qui aurait pu le prédire au début de la saison. Alors bien sûr, Reims, c'est peut-être pas l'équipe qu'on mettait première partie de tableau pour jouer l'Europe, mais quand on voit qu'après quelques matchs, ils étaient top 6, on se disait bon, pourquoi pas, finalement ils vont faire une saison tranquille. Et après la dégringolade, vraiment à partir de novembre, ça a été catastrophique sur tous les plans. Une équipe en plus où c'est très très dur de voir les matchs. Vraiment, il y a eu très peu de jeux sous Elsner, sous Samba Diawara. C'est aussi ça le foot, c'est une équipe qui finalement a pas proposé grand chose et qui se retrouve à la place qu'elle mérite, même s'il y a eu des matchs où on a pu voir Reims un petit peu se rebeller, la victoire à Lens, où d'ailleurs il y a eu un Yehvan Diouf qui a sorti quand même 14 arrêts, la victoire contre l'OM, mais c'était pas suffisant et Reims s'est trompé de combat aussi, je répète, mais Jean-Pierre Caillot n'aurait pas dû mener la fronde sur Thiago Almada, envoyer des PDF au président, les copains, tout ça. C'était pas le moment quand on voit à quel point Reims a totalement déraillé, même en perdant ses joueurs majeurs que sont Mounetzi et Agbadou cet hiver. Les fonds récoltés ne suffisent pas à combler le déficit et Reims se retrouve dans une situation assez inédite. Tu joues une finale de Coupe de France qui est quand même un moment sympa dans l'histoire d'un club, surtout que Reims, ça fait un moment qu'ils sont pas allés à ce stade de la compétition et t'as quand même ta peau, ta survie qui est en jeu. Et avec ce match contre Metz, il va pas falloir se louper parce que tout le monde porte son attention sur Reims, un club qui a été mis en avant, loué comme un modèle de réussite, de bon travail. Et c'est vrai, je trouve que Reims a plutôt bien bossé depuis son retour en Ligue 1, mais là c'était une saison à l'envers où rien ne s'est bien passé. On a vu même certaines embrouilles sur le terrain, des joueurs, des coachs un peu dépassés. Et au global, on se dit que Reims a eu ce qu'il méritait, encore plus quand t'es pas programmé pour jouer le maintien, que ça tombe dessus. On n'a jamais vu des joueurs capables vraiment d'insuffler quelque chose de différent. Pourtant, Nakamura a fait une belle saison d'un point de vue statistique. Atangana, un jeune joueur qui me paraît être capable d'aller assez haut dans sa carrière. Yehvan Diouf, comme je l'ai dit au tout début, est un des meilleurs gardiens de Ligue 1, je trouve, qui a accompli beaucoup d'exploits, mais c'est pas suffisant. Et Reims ne peut pas compter juste sur 3-4 individualités pour s'en remettre. Il va falloir mettre les bouchées doubles, se concentrer sur l'essentiel pour éviter ce qui serait l'un des plus gros crashs, je trouve, en Ligue 1 de ces dernières années. Ça y est les amis, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous, en commentaire, quels sont les joueurs qui vous ont le plus impressionné, vos tops, vos flops. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. C'est vrai que j'aurais pu faire une équipe type classique, revenir club par club sur ce qui s'est passé. Mais voilà, vous pouvez m'entendre régulièrement sur hors-jeu, sur Twitter, pour évoquer tout ça. Merci à vous de m'avoir accompagné, c'était un plaisir, comme toujours. N'oubliez pas le like et l'abonnement pour me soutenir. Et je vous dis à très très vite pour d'autres contenus foot.